Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur LBTS MCO. Cette année, j'ai décidé de faire une vidéo mise à jour sur la méthodologie de l'épreuve de culture générale pour les examens 2024 et les années à venir. On va donc voir ensemble tous les éléments de l'épreuve, tout ce qui est attendu pour la synthèse et l'expression personnelle. On va parler du tableau comparatif des idées. Je vais répondre aux questions que l'on m'a le plus posées ces dernières années sur cette épreuve. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Pour commencer, tous les sujets de culture générale se décomposent à peu près de la même manière. D'abord, on vous annonce le thème de l'épreuve, qui est forcément l'un des deux thèmes vus pendant vos 2 années de BTS. C'est une épreuve qui est assez longue puisqu'elle dure quand même 4 heures consécutives. Cette épreuve est importante car elle a un coefficient de 3 en BTS MCO, comme toutes les autres matières de ce diplôme. Il ne faut donc pas faire l'impasse sur cette matière et bien comprendre la méthodologie de vos 2 exercices. Vous avez donc le thème principal de votre examen, qui est écrit au-dessus de votre copie, puis 2 exercices à faire. D'abord une synthèse de document, qui est la partie la plus importante, puisqu'elle vous rapporte 2/3 de votre note. Vous devez donc adapter votre durée d'épreuve en fonction de l'importance de l'exercice. On recommande généralement entre 2h30 et 3h à consacrer pour cette longue partie qui demande beaucoup de méthode. Pensez aussi à prévoir 15 à 30 minutes de relecture pour éviter le maximum de fautes. Le corpus de documents est constitué de plusieurs types de documents. Il peut s'agir de romans, de nouvelles, d'articles de presse, d'essais, de photographies ou d'iconographie, etc. Il y a plein de types de documents possibles. Et enfin, vous avez un second exercice qui est à ce niveau-là, qui est une écriture personnelle en lien avec le thème du corpus de documents, bien entendu. Cet exercice représente 20 points sur 60 de votre épreuve. Il faudrait donc que vous y consacriez environ 1h30 à 1h de votre temps, dont peut-être 10-15 minutes de relecture pour éviter le maximum de fautes. Ça dépendra vraiment du temps que votre synthèse vous a demandé. Attention quand même de garder suffisamment de temps pour ne pas bâcler cette dernière partie. Allez, on commence par l'exercice le plus important, c'est-à-dire la synthèse de documents. Dans votre travail, il y a 3 grandes étapes: l'introduction, le développement et la conclusion. Pour l'introduction, on doit commencer par une phrase d'accroche en lien avec le sujet principal du corpus de documents pour entrer dans la matière. Ce qui nous amènera ensuite vers la problématique principale du corpus de documents et un plan détaillé qui permettra d'y répondre. Ce plan détaillé est en réalité issu de votre tableau comparatif des idées que vous avez réalisé au brouillon pendant votre lecture attentive de votre corpus. Mais j'y reviendrai plus tard dans cette vidéo. Petit point vis-à-vis de mes anciennes vidéos, la présentation du document est déconseillée pendant l'introduction. On s'occupera de présenter le corpus de documents dans le développement dès que l'on parlera pour la première fois d'un document. Une fois l'introduction rédigée, on passe à notre développement qui va permettre de répondre à notre problématique. Ce développement peut se faire en 2 ou 3 grandes parties. Attention, il n'y a pas de plan parfait. Certains préfèrent répondre en 2 parties, en faisant par exemple une partie sur des arguments répondant favorablement à la problématique, et une seconde partie regroupant tous les arguments qui font opposition. Et certains d'entre vous préfèrent créer une grande partie pour chaque grande idée principale. Il n'y a pas de plan parfait, ce qui compte vraiment, par contre, c'est que vous fassiez une synthèse objective, c'est-à-dire qui va refléter la vision des auteurs et qui soit suffisamment consistante. Donc il ne faut pas que ça fasse une page non plus, votre synthèse, mais il ne faut pas que ce soit trop long non plus, car par définition, une synthèse, ça doit être quand même assez bref. Et ensuite, dans chaque grande partie, donc le développement, vous devrez la soutenir avec 2 à 4 sous-parties. Généralement, une sous-partie, c'est égal à une idée principale agrémentée par des exemples tirés du corpus de documents. Le but de cet exercice, c'est de mettre en confrontation les documents. Donc pour chaque idée, il faut au moins confronter 2 documents entre eux. Attention, quand on dit confronter les documents, il peut s'agir soit de documents qui s'opposent, soit de documents qui se soutiennent ou qui sont complémentaires. Et pour fluidifier votre synthèse, pensez toujours à faire quelques phrases de transition entre les grandes parties et une petite conclusion pour résumer les idées majeures qui seront ensuite reprises dans la conclusion générale que vous avez ici, où vous pourrez ajouter éventuellement une ouverture s'il est possible d'en faire une ou si elle est vraiment pertinente. Mais rien d'obligatoire. Si vous avez des doutes, privilégiez d'abord de faire un bon résumé et un bon récapitulatif des idées du corpus. On récapitule. Pour la structure de la synthèse qui doit se voir d'un coup d'œil quand votre correcteur vous verra à la copie, on doit avoir une introduction, ensuite 2 à 3 grandes parties et une conclusion.
Chaque élément sera séparé par 2 ou 3 sous-lignes pour bien marquer la différence entre chaque grande partie. Donc vous voyez ici un gros solde-ligne, gros solde-ligne, gros solde-ligne et un gros solde-ligne ici. Comme ça marque bien la structure de votre synthèse. Pensez également à faire un alinéa en début de chaque partie pour marquer le début de votre nouvelle partie. Au sein de chaque grande partie, on retrouve une petite introduction pour marquer l'idée principale. Puis, on va faire une sous-partie pour chaque argument. Pour rappel, un argument, c'est une idée plus un exemple tiré d'une confrontation entre les documents du corpus. On pense bien aller à la ligne et faire un alinéa au début de chaque sous-partie. Et enfin, on a notre conclusion à la fin. Alors ce schéma, bien entendu, est modulable, car on ne peut pas avoir que 2 grandes parties et dans certaines n'avoir que 2 arguments, ou au contraire en avoir 4. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est tout de même avoir un bon équilibre entre chaque grande partie. Il ne faut pas se retrouver avec une partie 1 qui sera gigantesque et une partie 2 qui ne fera que quelques lignes. Et second point, il ne faut pas mettre de titre au démarrage des parties. C'est votre phrase d'introduction qui permettra d'énoncer le thème principal de votre partie. Mais pas de grand 1 ou de grand 2 sur la copie avec un titre, c'est complètement interdit. On va passer maintenant sur toute la phase de brouillon de votre synthèse. Et on va aborder le tableau comparatif des idées qui est l'outil indispensable pour faire une bonne synthèse. Au brouillon, il est conseillé de rédiger entièrement l'introduction et la conclusion. Alors pourquoi ? En fait, car l'introduction, c'est le début de votre travail. Il faut qu'elle soit parfaitement réfléchie et formulée pour déjà donner une bonne première impression à votre correcteur. Pour la conclusion, même principe, mais pour laisser une bonne dernière impression au correcteur et qu'il ne reste pas sur sa faim en terminant votre copie. Par contre, au brouillon, vous ne devez pas rédiger entièrement votre développement. En tout cas, c'est fortement déconseillé. Vous terminerez très certainement hors délai si vous employez cette méthode. C'est pour ça que l'on fait ce qu'on appelle le tableau comparatif des idées, car il permet de relever et récapituler toutes les idées retenues dans le corpus de documents et de pouvoir ensuite confronter toutes ces idées entre elles. Ce qui permettra d'aboutir ensuite à un plan structuré qui nous servira de ligne directrice pour la rédaction du développement. Donc pour le développement, on suit notre tableau et notre plan et on rédige directement le devoir final. La relecture à la fin justement permettra de s'épargner quelques fautes d'orthographe ou des oublis de mots par exemple. Pour bien comprendre ce qu'est le tableau comparatif, voici un exemple de structure à faire sur votre brouillon. Ce sera votre outil principal pendant votre lecture attentive. Il s'agit de lire très attentivement chaque texte ou document du corpus pour en retirer les idées principales de chacun des documents. D'abord, on commence par lister toutes les idées du document 1. Puis, donc ici, idées 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Puis, pour les autres documents, on va créer des liens entre les idées. Soit l'idée peut être similaire, soit elle peut être complémentaire, soit elle peut être aussi contradictoire, ou carrément sans rapport direct avec le document 1. Ce sont des liens qui vont nous permettre de confronter les documents entre eux. Alors dans ce tableau, j'ai pour habitude d'utiliser un code couleur pour voir le lien de confrontation entre les documents. Ça me permettra ensuite de mieux organiser mon développement. Donc vous voyez, vert pour l'idée similaire, bleu pour l'idée complémentaire et souligné ou mise en rouge pour l'idée opposée ou contradictoire. Après une lecture très attentive de chaque document, on a donc recueilli toutes les idées de chaque document que l'on a organisé méthodiquement via ce tableau. On peut donc en tirer des pistes de réflexion qui seront les éléments fondateurs de nos arguments dans le développement. Ainsi, ce tableau me permettra d'en déduire ce qu'on appelle le plan détaillé, que l'on va suivre ensuite quand on va écrire notre synthèse. Grâce à ce tableau, on va pouvoir passer à l'écriture finale de la synthèse. Il ne faut donc pas négliger le temps qu'on va passer sur ce tableau, car on peut dire que c'est l'architecture principale de notre synthèse. Avant de passer à tous les éléments essentiels pour réussir l'examen et de répondre aux questions les plus fréquentes, je vais faire un rapide point sur l'écriture personnelle ainsi que les quelques points d'attention. On peut noter 2 principales différences vis-à-vis de la synthèse. La première chose, comme il est inscrit dans le sujet d'examen, cet exercice se fait selon son opinion personnelle et son propre point de vue. Ce n'est pas pour rien qu'on nous indique « selon vous », ce qui n'est pas le cas de la synthèse qui doit être objective et refléter le point de vue strict des auteurs. Ici, c'est complètement subjectif. Et la seconde différence flagrante, c'est qu'on a le choix d'utiliser de nombreuses sources pour alimenter nos arguments. Il peut s'agir tout simplement des documents du corpus disponibles, mais aussi tous les textes et toutes les œuvres que vous avez vues
pendant vos cours, ainsi que votre propre expérience personnelle, ainsi que vos lectures personnelles. Donc les sources d'informations sont beaucoup plus variées que dans la synthèse. Sinon, pour en revenir à la structure, c'est plus ou moins la même chose que la synthèse, mais en beaucoup moins long bien entendu, car vous y aurez moins de temps à y consacrer. Vous avez donc une amorce avec votre annonce de problématique qui reprend la question posée dans l'examen, de manière reformulée bien entendu, ainsi que votre plan détaillé bien entendu. Pour le développement, généralement on opte pour un plan en 2 parties, mais c'est quand même assez libre. Vous pouvez opter pour 3 parties si vous avez suffisamment d'éléments pour apporter de la consistance à votre travail. L'écriture personnelle s'apparente à une forme un peu de dissertation sur la thématique de l'épreuve. Et dans chaque partie, vous pouvez proposer 2 à 3 arguments environ. Toujours pareil, un argument, c'est une idée avec un exemple issu du corpus ou de vos propres lectures personnelles ou de vos lectures vues en cours. Et enfin, on a une conclusion aussi à la fin, dont une ouverture qui est assez vivement recommandée cette fois-ci pour ce type d'épreuve. Pour terminer cette vidéo, nous allons voir tous les points clés pour réussir cette épreuve que j'ai compilé avec toutes les questions que j'ai reçues ces dernières années sous mes précédentes vidéos. Donc là, j'ai 8 ou 9 questions auxquelles je vais répondre très rapidement. Et on commence par un aspect essentiel pour la rédaction de votre devoir. Est-ce que l'on peut utiliser le pronom personnel je ? Alors c'est un point qui est extrêmement important car la synthèse doit être totalement objective. On est une sorte de porte-parole pour les auteurs. Donc notre synthèse ne doit jamais comporter d'opinion personnelle, donc on n'utilise pas de je. Il est même très peu recommandé d'utiliser le pronom nous, car en réalité on s'inclut dedans, donc c'est comme si on donnait notre avis personnel. Donc on utilisera plutôt le prénom on, ou l'auteur dit que, ou l'auteur assure que. Donc on est porte-parole de l'auteur. Par contre, pour l'expression personnelle, oui, bien sûr que c'est autorisé, car on nous demande justement notre avis sur la question. Donc c'est même très vivement recommandé. Dans le développement de la synthèse, faut-il parler uniquement du corpus de documents ? Alors oui, justement, il s'agit de rédiger une synthèse des 3, 4 ou 5 documents qui sont disponibles dans le corpus. On se doit de tous les utiliser et les confronter ensemble. Comme c'est une synthèse objective, on n'utilise que les documents qui sont disponibles. Pas de lecture personnelle ou de texte étudié pendant l'année qui viendrait appuyer les éléments de la synthèse, ça on le garde pour l'expression personnelle. Peut-on faire apparaître les titres de nos parties dans la synthèse ou l'expression personnelle ? Alors non, surtout pas, on ne doit pas mettre de grand 1, puis de grand 2, etc. Pour annoncer tes parties, tu dois présenter ton plan pendant l'introduction, puis ensuite au début de chaque grande partie, tu pourras annoncer les idées principales qui vont structurer ton travail. Le correcteur doit pouvoir identifier d'un coup d'œil la structure de ta synthèse ou expression personnelle. Il faut donc penser à marquer nos différentes parties via des phrases d'introduction ou de transition, mais surtout pas de grand 1 avec un titre et de grand 2 avec un titre, c'est pas ce qu'on te demande de faire, c'est même une erreur méthodologique. Peut-on mettre des citations dans la synthèse ? Alors non, c'est interdit, ou en tout cas fortement déconseillé. À la rigueur, un mot-clé pourquoi pas, pour lequel on ne trouverait absolument aucun synonyme de remplacement, mais sinon interdit car en citant les auteurs, on a tendance à créer des paraphrases, donc répéter ce qui est dit, et c'est pas le but d'une synthèse, puisqu'on doit comprendre et confronter les idées entre elles, et non, on ne doit pas juste les rapporter, c'est pas le but de cet exercice. Est-ce qu'il y a forcément 3 parties dans la synthèse ou l'expression personnelle ? Alors non, pas nécessairement. Comme je l'ai rappelé précédemment dans cette vidéo, la structure de la synthèse dépend du type de plan qu'on utilise. On peut utiliser un plan en 2 parties en regroupant tous les arguments favorables à la problématique et ensuite tous les éléments défavorables, ou on peut proposer aussi un plan complètement différent en 3 parties en groupant plutôt sous la forme de grandes idées principales. Ce qui compte, c'est que ce soit bien structuré et suffisamment homogène entre les parties. Est-ce que l'on doit présenter les auteurs dans l'introduction ? Alors pour ma part, à l'époque où j'ai passé mon examen de culture générale, on pouvait faire une présentation brève du corpus dès l'introduction. Cependant, désormais, on préconise plutôt de le faire uniquement dans le développement. En clair, dès que tu aborderas un document pour la première fois, il faudra faire une présentation générale du document. Donc généralement, ça se fait dans tes premières sous-parties de la synthèse, car on découvre les premières idées au début. Mais en tout cas, dans l'introduction, non, on ne présente plus du tout les documents et les auteurs du corpus de documents. Comment savoir quel est le document principal ? Alors attention, ce n'est pas toujours le document 1 qui est le document principal. Généralement, on reconnaît le document principal car il permet d'obtenir énormément d'idées. Dans les autres documents, certains peuvent être plus riches que d'autres en informations, mais généralement, on se focalise plutôt sur quelques idées en particulier
pour apporter de la substance à notre confrontation. Donc soit ça va rejoindre les grandes idées du document principal, soit dans les autres documents, on va avoir plutôt des thèses opposées où on va se focaliser sur un élément en particulier. Mais le document principal, c'est vraiment là où on va retrouver quasiment la majorité des grandes idées. Est-ce que l'on peut utiliser les documents du corpus pour notre écriture personnelle? Alors oui, c'est possible, surtout si vous avez peu de sources de documents disponibles pour votre devoir, mais selon moi, à utiliser vraiment qu'en dernier recours ou de manière, on va dire, assez minime. Moi, je vous recommande plutôt de privilégier tous les textes que vous avez vus pendant vos années de BTS ou de vos lectures personnelles. Ça démontre vraiment la qualité de votre attention et de votre apprentissage tout au long de votre cursus de BTS. Donc oui, vous pouvez, mais privilégiez quand même ce que vous avez vu en cours et votre expérience personnelle sur le sujet. Mais ce n'est pas interdit, vous pouvez. Combien de confrontations doit-on réaliser dans sa synthèse? Alors, question très intéressante pour évaluer la consistance du travail qui est attendu pour la synthèse. Une sous-partie, en clair, c'est un argument, donc une idée, qui sera ensuite illustrée par un exemple tiré du corpus de documents. L'exemple doit être notamment une confrontation de documents. Il nous faut donc, à minima, 2 documents confrontés à chaque sous-partie. On peut bien entendu en confronter 3 ou même tous les documents entre eux à chaque fois. Mais au minimum, 2 documents par sous-partie. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette longue vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile pour vous remémorer tous les éléments importants de votre épreuve de culture générale. Alors je ne suis pas du tout spécialisé sur cette matière, donc je ne propose pas de contenu spécifique sur cette matière via mon site, mais j'espère que ce petit récapitulatif vous aidera. Merci à tous et à toutes et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez bye, bon courage!